Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre émission hebdomadaire dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour cette édition du lundi 9 décembre, j'ai le plaisir, comme chaque semaine, d'être en compagnie de Guy Hervé, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par un grand classique de l'informatique, avec la mise à jour du poste de travail de 90% des internautes et des utilisateurs d'informatique, en l'occurrence Windows, avec une petite subtilité de numérotation. Oui. Puisque avant c'était quand même assez simple, maintenant ça se complique. Donc c'est la version 2004, mais c'est en 2020. Voilà, en fait, il faudrait dire 20.04. Donc ça peut prêter à confusion, comme on le dit, donc ce sera avril 2020. Il y avait déjà eu des petits problèmes, je ne sais pas si vous vous souvenez de la version 16.07, oui, qui devait sortir en juillet 2016, et en fait elle est sortie en août, donc ça c'était un petit bug si je puis dire. Donc cette version, en fait, Microsoft a annoncé qu'il allait livrer cette version Windows 2010 donc l'année prochaine. On ne sait pas encore si ce sera une version majeure ou mineure, parce qu'il y a toujours cette alternance. Ouais, TikTok. Voilà, c'est le TikTok d'Intel. Et donc, ce qu'il faut rapprocher cette annonce d'une autre, qui est le fait qu'on l'a déjà dit, mais on le répète, Windows 7 arrive en fin de vie le 14 janvier 2020, donc on est à peu près synchronisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le support technique est fini, terminé. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mise à jour logicielle, et il n'y aura plus de mise à jour ou de correctifs de sécurité. Sécurité surtout. Donc il est évidemment un peu déconseillé de l'utiliser, sachant que dans ce panorama, Windows 10 est à peu près à 50% du parc, et Windows 7 encore 33%. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mentionné une étude du Gartner il y a très longtemps qui disait les utilisateurs ils ne seront pas prêts à ce moment-là. Et comme d'habitude, c'est un peu ce qui va arriver. Donc il est peut-être temps de se dépêcher en tout cas pour remarquer le support, c'est peut-être comme les tournées de Charles Aznavour, peut-être que finalement ça va être prolongé. Peut-être. Bon, on verra bien. Alors cette fois-ci on parle d'un nouvel acteur de ce marché qui est AWS, après l'acteur historique comme Microsoft, qui avait la semaine dernière à Las Vegas sa grand-messe annuelle reInvent avec, j'allais dire, une pluie d'annonces. On va peut-être s'en focaliser sur quelques-unes, parce que oui, sinon on y passe l'après-midi. Alors effectivement, c'est là où on se rend compte que le marché a quand même basculé, et la force que représente aujourd'hui donc le marché du cloud, et AWS qui est le leader incontesté. Donc comme vous le disiez, il y a eu une myriade d'annonces dans des domaines très divers, l'intelligence artificielle, le machine learning, enfin l'analytics, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. On va en retenir deux ou trois. Donc il y a eu Outpost, en fait, qui est la possibilité pour les utilisateurs de passer, je dirais, le plus facilement possible du on-premise sur le cloud pour promouvoir le cloud hybride. Alors n'importe pas lequel, parce qu'on est quand même, on reste en famille, c'est chez Amazon, pardon, oui. Il y a, donc ça c'est la première annonce. La deuxième c'est Local Zone, donc c'est l'idée en fait, et bon, ça a commencé depuis un bon moment, mais on en parle de plus en plus, d'en fait que le cloud c'est bien, mais il faut que le data center dont on dépend soit relativement proche, parce que sinon il y a des temps de latence qui sont un peu trop élevés. Donc c'est une annonce qui a été en particulier enrichi d'un nouveau data center à Los Angeles, donc pour les utilisateurs américains de cette zone. Et puis le 3, c'est Wavelengths, donc c'est dans le domaine de la 5G, donc c'est pour faciliter la mise en œuvre d'applications 5G. Donc 3 annonces, mais il y en a bien d'autres, et j'engage nos lecteurs à lire l'article en détaillé. Exactement. Très bien. Alors, on parle comment dirais-je, on revient en France. C'était la conférence, alors pas traditionnelle cette fois-ci, la grande conférence d'Orange, avec toujours le même PDG à la manœuvre, pour parler de la vision 2025. Là, on a conclu le plan 2020, et donc on passe à la vision 2025. Exactement, donc c'est le plan Engage, en bon français, 2025. Plan d'action dans lequel Orange explique un peu comment il va se développer jusqu'à 2023, donc dans les 5 ans qui viennent. Donc en gros, les relais de croissance, ils sont relativement connus, avec quelques données. Il y a le FTTH, donc le Fiber to the Home, donc chez les particuliers, la fibre. On en est à 41 millions de foyers équipés. Orange pense arriver à 69 en 2023. Donc, ça c'est au niveau européen, je crois. Au niveau européen, bien sûr, puisqu'il n'y a pas 60 millions de foyers en France.
Il y a le Wi-Fi 10 gigabits, donc là encore, chez les particuliers. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a la 5G, bien sûr. Hein. Alors, sans détailler comment se fera les choses, puisqu'on a vu la semaine dernière, il y a 15 jours, que la France avait pris un petit peu de retard, mais bon, Orange n'est pas présente qu'en France, elle est présente sur d'autres marchés. Et puis l'autre point important, c'est que OBS, donc l'activité Service IT, va se développer sans doute plus vite que le reste de l'activité et devrait représenter 35% du total en 2023. Donc c'est quand même important. Avec évidemment les activités de type SD-WAN, Edge Computing, le cloud, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce domaine. Et puis il y a la cybersécurité aussi qui devrait représenter le milliard d'euros en 2023. Donc ça veut dire que en fait Orange est déjà, mais est confirmé comme un acteur de poids français voire européen dans le domaine de la sécurité. Très bien. Alors ça c'était pour le coup les annonces finalement franco-françaises. On retourne de l'autre côté de l'Atlantique et on parle alors pas de Google mais d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, avec une page sans jeu de mots d'ailleurs qui se tourne, puisque, enfin si on fait quand même le jeu de mots, mais on l'a pas fait exprès, parce que les deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, s'en vont et laissent la place à Sundar Pichai. Voilà, ils s'en vont pas tout à fait puisqu'ils restent au conseil d'administration, mais enfin bon, ils vont regarder ça d'assez loin. Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est Sundar Pichai qui était déjà le patron de Google, qui vient le patron d'Alphabet, la maison mère, et qui reste le patron de Google. Et c'est intéressant de faire la comparaison entre donc Google, Microsoft et puis Warren Buffett. Alors vous allez voir pourquoi. Larry Page et Sergey Brin, ils sont connus, donc ils sont connus à Stanford, donc ils ont le même âge, ils ont 46 ans tous les deux, et ils arrêtent donc 46 ans au bout de 21 ans d'activité pour l'entreprise qu'ils ont fondée. Si on prend le cas de Microsoft, lui, c'est au bout de 33 ans, et il a arrêté, il avait plus de 50 ans, il avait 53 ans à peu près quand il a arrêté, sachant que maintenant il continue avec sa fondation. Et puis alors Warren Buffett, lui, donc c'est l'increvable. Alors il faut dire que son activité c'est un petit peu différent. Il est moins présent au quotidien. Voilà, c'est un investisseur, donc il ne fait que, je dirais, de manipuler des lignes d'ordinateur, si je puis dire. Mais il a 89 ans et il continue toujours son activité. Bon. Donc, on n'ose pas dire bon pied, bon oeil, mais voilà. Bon. D'ailleurs, c'est un très grand ami de Bill Gates. Il a dit qu'il lui céderait tous ses biens, tous ses actifs. Ah oui, pour la fondation. Voilà, pour la fondation Bill Gates. Ce dit, pour revenir sur Sergey Brin et Larry Page, j'avais l'impression quand même d'un temps déjà, ils étaient un peu... Oui, ça fait Larry Page, on disait que ça fait déjà 2-3 ans qu'on l'avait eu nulle part, donc ça commençait d'ailleurs à poser... Si, à Burning Man, mais bon, c'est autre chose. Très bien. On continue toujours avec Google cette fois-ci, mais on revient de ce côté-ci de l'Atlantique avec, j'allais dire, le feuilleton Commission européenne versus Google. Donc on rappelle, Google a pris l'année dernière une amende assez conséquente, et visiblement... L'affaire n'est pas finie. Alors, c'est pas fini, effectivement, comme vous disiez. Donc, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, elle est quand même très opiniâtre, apparemment. Oui. Donc, comme vous le disiez, elle leur a balancé, si je puis dire, parce que c'est un peu le terme qui conviendrait, des amendes significatives pour un montant global de 8 milliards d'euros. Ça suffit pas, on continue. Et donc là, c'est toujours une enquête sur la manière avec laquelle Google fait la collecte des données personnelles, puisque maintenant l'Europe c'est quand même l'étendard sur tout ce qui est... question, RGPD. Exactement. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, même les autorités américaines aussi commencent à creuser un petit peu sur cette question de savoir comment ces données sont collectées et pourquoi faire. Bon, on sait très bien pourquoi faire, mais en tout cas, dans quelles conditions c'est fait. Et effectivement, toutes ces entreprises nous ont un petit peu habitués au fait accompli, c'est-à-dire qu'on fait les choses et puis après on voit que c'est un problème, on essaie de corriger. Donc bon, on voit que l'Europe est quand même de plus en plus en train de réfléchir sérieusement à comment faire pour cadrer un peu ces GAFA qui deviennent un peu trop puissants. Alors ça c'est les GAFA, au sujet de la semaine, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement, parce qu'on parle d'une étude récente sur la performance mondiale des plateformes cloud, avec un comparatif entre différentes zones.
avec des choses finalement assez intéressantes, j'ai l'impression. Alors là, pareil, je conseillerais à nos lecteurs d'aller lire l'article qui donne le détail et de télécharger l'étude qui s'appelle Cloud Performance Benchmark, qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui est fait par un cabinet qui s'appelle Thousand Eyes. Donc là encore, on voit bien que c'est un sujet très, très difficile, donc il faut quand même une bonne paire d'yeux pour pouvoir le regarder attentivement. Et en fait, cette étude, je dirais que le présupposé, c'est de dire la performance dépend évidemment du service que vous utilisez. Et ça, on le comprend assez facilement. Elle étudie les 5 acteurs qui sont, je dirais, présents globalement, donc on les connaît, hein, c'est AWS, Microsoft, Google, IBM, j'imagine. IBM bien sûr, et Alibaba, qui a rejoint le groupe des 4, et donc ces 5 acteurs ont une présence globale. Donc elle n'étudie que ces 5-là, c'est un peu dommage parce que je dirais que si on prend le cas d'acteurs français ou européens comme OVH, il n'est pas inclus là-dedans, ou même aux États-Unis, on prend le cas de Rackspace qui est très centré aux États-Unis, mais bon, si on a des données pour ces 2 acteurs-là, on peut les comparer à l'ensemble. Et cette étude, en fait, elle se focalise principalement sur tout ce qui est infrastructure réseau et temps de latence. Et elle montre que finalement, dans chaque région, on a des zones de performance qui sont à peu près comparables. Il n'y a pas de très grande disparité. En revanche, si on est en Europe et qu'on est sur un cloud qui se situerait en Asie-Pacifique, par exemple, là, il y a de très gros problèmes. Donc, c'est un peu le principal résultat de cette étude, sachant que dans ce groupe de 5, il y en a un qui apparemment est un peu défaillant, ce serait Google. On en parlait, sur certaines zones. Voilà. Et alors, c'est intéressant aussi de voir aussi comment sont structurés ces clouds. Si on prend le cas par exemple de AWS et Alibaba, ils s'appuient quasiment essentiellement sur l'Internet public, alors que les 3 autres ont leur propre backbone privé avec des liaisons sur l'Internet. Donc on voit bien que finalement il y a 2 types d'architecture possibles qui conduisent au final à des performances qui sont relativement homogènes. Donc c'était intéressant à mentionner. Donc c'était pour l'activité de la semaine, semaine passée. L'événement de la semaine, c'est Paris Open Source Summit, qui est finalement aujourd'hui la grand-messe de l'open source en Europe. Oui, exactement. Donc ça fait plusieurs années que ça monte en puissance et comme vous le disiez, c'est vraiment la conférence open source logiciel libre, on devrait dire, en Europe, et qui montre le dynamisme de la France dans ce domaine-là. Donc ça se situe le 10 et le 11 novembre au Dock de Paris, donc au nord de Paris. J'ai dit novembre. Oui, effectivement, le temps passe plus vite qu'on l'imagine. Donc décembre, donc c'est cette semaine. Au Dock de Paris, il y aura parmi les personnalités qui seront là, il y aura Octave Klaba, donc OVH, on venait d'en parler. Il y aura Bruno Sportis, qui est le président de INRIA, qui sera là également. Et puis il y aura des représentants de Zendesk, de Symfony, enfin des grands acteurs de l'open source. Donc je dirais que pour les gens qui s'intéressent à ces domaines-là, ils sont de plus en plus nombreux. Quasiment toutes les entreprises ont une partie de leur parc logiciel qui est en open source. C'est sans doute un must, si je puis dire. Oui, un incontournable de la semaine, on va dire. Absolument. Ils attendent 5000 visiteurs, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et pour conclure, Guy, notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, mention de la semaine. Là, en l'occurrence, c'est Libra de Facebook et visiblement qui rencontre, qui n'est pas forcément très bien accueilli sur les terres européennes. Exactement. Donc l'Union européenne a dit non catégoriquement à Libra. Donc Libra, on rappelle, c'est la crypto-monnaie de Facebook, crypto-monnaie privée de Facebook, qui a dit non à Libra. Jusqu'à temps que les risques soient levés. Donc ça, on voit bien que ça peut prendre un certain temps. Et les risques, ils sont très nombreux et variés. Il y a en particulier tout ce qui concerne le terrorisme et le blanchiment d'argent, parce qu'on voit bien que finalement, ce sont des monnaies qui permettent des échanges dont on ne connaît pas la nature. Donc ça pose quand même un très gros problème. Et puis, on sait bien aussi que la monnaie, c'est quand même une prérogative d'État. Une prérogative de
de l'État, de l'État régalien, et c'est quand même un peu inquiétant d'un certain point de vue de voir des acteurs privés avec leur propre monnaie. Donc pour en plus, c'est pas n'importe quel acteur privé. C'est pas n'importe quel acteur privé, comme on disait. Pour l'instant, c'est non. Et d'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, oui, l'écho n'est pas non plus très favorable. Non, Mark Zuckerberg était allé auditionné au Sénat américain. Et donc, en fait, il était auditionné suite à l'histoire des élections en 2016 pour savoir s'il allait continuer à faire de la publicité politique et vérifier les contenus. Il avait dit que non. Et puis, ça avait un peu shifté sur la crypto-monnaie. Et là, pareil, il y avait de très grosses réserves. Donc, la technologie est prête, mais en tout cas, la réglementation ne l'est pas encore. Et il y a certainement encore beaucoup de réflexions avant que ça puisse se mettre en place. Se dit, Facebook est habitué à l'adversité, donc oui. Je pense que c'est un nouveau chantier qui s'ouvre pour eux. Andy, je propose qu'on conclue là-dessus et puis qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. En attendant, très bonne semaine à toutes et à tous et donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Informatic News Hebdo.